Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du programme de spécialité de terminale. Je vais aborder la notion d'évolution forcée d'un système chimique qui fait opposition à ce qu'on a déjà vu précédemment, qui est l'évolution spontanée. Pour illustrer cette évolution forcée, voici une expérience. Je place un clou en fer dans une solution qui contient des ions zinc, donc un oxydant avec un réducteur, Zn2 plus oxydant, Fe réducteur. La réaction susceptible de se produire est donc celle-ci. Mais il se trouve que la constante d'équilibre correspondant à cette réaction vaut 1,5 10 puissance moins 11 et donc très très petite. Initialement, je n'ai pas mis d'ion fer, donc si j'exprime le quotient de réaction initiale, qui s'exprime donc avec la concentration des ions fer initial divisé par la concentration des ions zinc, eh bien ça me fait 0 divisé par quelque chose, la concentration des ions zinc a une certaine valeur qui n'est pas très importante ici, eh bien j'obtiens une valeur de 0. Donc la comparaison de QR et de K va me dire dans quel sens spontanément le système va évoluer. QR étant nul est plus petit que K, mais K a une valeur extrêmement faible. Donc sur l'axe que j'ai représenté ici, on n'est bien sûr pas du tout à l'échelle, et l'écart qu'il y a entre QRI et K est très très faible. Donc malgré tout, c'est plus petit, donc on a bien une évolution qui va provoquer une augmentation de QR, soit une évolution spontanée dans le sens direct, mais très très rapidement, on va atteindre l'état d'équilibre, ce qui fait que visuellement, on n'a pas vu la différence entre l'état initial et l'état d'équilibre, tellement c'est proche. Donc, évolution quasi nulle, on n'a pas d'observation notable à constater. Donc, si on veut vraiment que cette réaction ait lieu, si on veut fabriquer du zinc, fabriquer des ions fer et voir quelque chose de concret, il va falloir que QR augmente. Concentration des ions fer plus forte, concentration des ions zinc plus faible. Donc si on veut que cette réaction continue à se déplacer dans le sens direct, eh bien il va falloir que QR s'éloigne cette fois de la valeur de K, mais ceci n'est pas du tout spontané, c'est possible à condition bien sûr de forcer la réaction. Donc quand on fait la comparaison de QR et de K, ce que vous devez retenir, c'est que spontanément, sans rien faire, QR se rapproche de K. Si maintenant on veut, pour des raisons diverses, fabriquer telle ou telle chose, et donc ça implique que QR s'éloigne de K, eh bien on rentre dans la catégorie des transformations forcées, et on va voir donc comment on peut réaliser une transformation forcée. Je modifie un petit peu le dispositif expérimental, mais je m'intéresse toujours aux deux mêmes réactifs. On a ici un tube en U qui contient une solution dans laquelle il y a des ions zinc, et j'ai placé ici une tige en fer, il y a un clou, mais là ce qui m'intéresse c'est la tige en fer, et donc on a bien mis en contact du fer et des ions zinc, on a les deux mêmes réactifs, et contrairement à tout à l'heure, eh bien le dispositif que j'ai mis en place, dont je vais reparler, provoque une réaction chimique. Et qu'est-ce qui me le prouve, contrairement à tout à l'heure, donc c'est la même réaction chimique que celle qui était attendue, c'est que si je regarde un petit peu ce qui se passe là, eh bien je vois différentes choses qui apparaissent, et notamment au bout d'un certain temps, eh bien un dépôt métallique qui vient sur le clou qui est ici. Ce dépôt, c'est un dépôt de zinc, ce qui prouve bien que la réaction chimique a eu lieu. Donc cette réaction chimique, elle a lieu, elle provoque l'apparition de zinc et donc aussi d'ions fer. La concentration des ions fer augmente, donc la concentration des ions zinc diminue. Dans l'expression de QR, je vais donc avoir une augmentation de cette valeur et elle s'éloigne ainsi de la valeur de K. J'ai bien une transformation qui est forcée, et ceci est possible grâce à un apport énergétique extérieur qui ici est apportée par le générateur, et cette énergie apportée au système permettant la réaction chimique d'avoir lieu, eh bien on peut l'obtenir avec la tension qui est indiquée ici et l'intensité du courant. Alors cette réaction qui est illustrée ici porte le nom d'électrolyse. Quand on réalise une réaction électrochimique et qu'on apporte de l'énergie sous forme électrique pour provoquer l'apparition de produits à l'encontre de la réaction spontanée, eh bien ce terme-là, ce terme général, s'appelle l'électrolyse.
Alors il existe d'autres transformations forcées, bien évidemment. Toujours dans le domaine électrochimique, vous connaissez sans doute l'exemple des piles dites rechargeables. Alors les piles rechargeables, en fait, c'est un accumulateur. Le terme pile rechargeable n'est pas tout à fait convenable, mais bon, peu importe. Cette pile rechargeable, quand vous l'achetez dans le commerce, eh bien, vous l'utilisez comme une pile. Et qui dit fonctionnement de la pile veut dire que de l'énergie chimique est transformée en énergie électrique. Et spontanément, il y a de l'énergie qui va être fournie. Le quotient de réaction va tendre vers la valeur de K. Au bout d'un certain temps, la pile est usée, ça correspond au moment où le quotient de réaction a atteint la valeur de K. Si c'était une pile totalement classique, eh bien elle est usée, elle est inutilisable, on la recycle. Sauf que là, dans le cas d'accumulateur, eh bien on peut, en branchant cet accumulateur sur une source d'énergie, donc dans un chargeur lui-même relié au réseau électrique, eh bien on peut réaliser une électrolyse à l'intérieur de ce dispositif, ce qui va permettre de forcer QR à s'éloigner de K et à retrouver sa valeur initiale. Et lorsque la charge est terminée, eh bien on peut réutiliser l'accumulateur comme une pile et ainsi de suite, réaliser donc un certain nombre de cycles, soit en pile, soit en électrolyseur. Autre exemple dans lequel on a une transformation forcée, c'est ce qui se passe dans les végétaux chlorophylliens. Voici une réaction chimique qui a lieu à l'intérieur, pas seulement des végétaux, mais à l'intérieur de toutes les cellules. Si on la regarde dans le sens direct, cette transformation, le glucose réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau, c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Et donc là, on a une évolution dans le sens direct spontané. Si maintenant on s'intéresse aux végétaux chlorophylliens, eh bien grâce à l'apport énergétique lumineux venant du soleil, par exemple, eh bien on va pouvoir forcer la réaction à se produire dans le sens inverse. Cette transformation s'appelle la photosynthèse et en quelque sorte la plante peut recharger ses batteries au cours de la journée et ainsi pendant la nuit, pendant qu'il n'y a plus d'énergie lumineuse qui vient, eh bien la réaction va à nouveau pouvoir avoir lieu dans le sens direct. Donc voilà un exemple biologique tout à fait concret qui illustre la notion de transformation forcée. Alors on va développer un petit peu ce que c'est que l'électrolyse et parler notamment des réactions qui se produisent au niveau des électrodes. On retrouve beaucoup de termes communs avec le chapitre sur les piles. Donc une électrolyse se fait dans un récipient qui s'appelle un électrolyseur et puis on a donc un générateur qui va apporter cette énergie dont je vous ai parlé, cet apport énergétique et le générateur est donc relié à deux électrodes métalliques. Le générateur est caractérisé par sa polarité, plus-moins, et tel que je l'ai indiqué ici, eh bien, le sens conventionnel du courant, il est comme ceci, ça part bien du pôle positif du générateur pour rejoindre le pôle moins. Dans les parties métalliques, les porteurs de charge sont des électrons, quant à eux, ils vont dans le sens inverse du sens conventionnel du courant, chargés négativement, ils sont repoussés par la borne négative pour rejoindre la borne positive, sauf que là, le circuit n'est pas complètement métallique, il y a un intermédiaire qui est un électrolyte ou solution électrolytique constituée d'ions et donc ces ions en circulant vont permettre au courant électrique de circuler, vont fermer le circuit, mais attention, il n'y a pas d'électrons qui circulent dans l'électrolyte qui est ici. Les électrons ne circulent que dans les parties métalliques. Alors, j'ai quand même réussi à déterminer le sens de circulation des électrons et c'est ça qui va me permettre de savoir quel type de réaction il y a sur chacune des deux électrodes. L'électrode qui est reliée au pôle négatif, c'est-à-dire celle-ci, vous voyez qu'elle voit l'arrivée d'électrons, autrement dit un gain d'électrons, et vous le savez, un gain d'électrons, c'est une réduction. Un oxydant gagne des électrons et il est réduit. Dans le cas de l'exemple que j'ai traité depuis le début de la vidéo, avec le zinc, les ions zinc, etc., eh bien les ions zinc qui sont dans la solution électrolytique, recevant des électrons, vont pouvoir se transformer en métal zinc et ainsi se déposer sur l'électrode qui est ici. Là, je n'ai pas précisé de quoi elle était faite, mais ça pourrait très bien être le clou dont je vous ai montré l'image tout à l'heure.
De l'autre côté, au niveau de cette électrode-là, eh bien, à l'inverse, vous avez un départ d'électrons, une perte d'électrons, qui correspond à une oxydation. Et là, qu'est-ce qui peut être oxydé? Eh bien, c'est un réducteur, et en l'occurrence, le réducteur, c'est le métal qui constitue cette électrode. Dans le cas de l'exemple proposé, c'était la tige qui était en fer. Donc, le fer de la tige subit une oxydation, se transforme en ion fer et libère ainsi 2 électrons. On peut alors, en additionnant les 2 demi-équations, obtenir l'équation globale de l'électrolyse, et on retombe sur la transformation qu'on avait vue tout à l'heure, rendue possible par l'apport énergétique extérieur. C'est bien une réaction forcée. Alors dans le cas de l'électrolyse, il y a évidemment la réaction principale, c'est celle qui nous intéresse pour fabriquer donc la substance qui nous intéresse, mais on constate qu'au niveau des électrodes, eh bien, il va y avoir parfois des réactions parasites qui vont avoir lieu. Alors j'ai un tout petit peu anticipé, vous devez connaître le nom des électrodes, de chacune des 2 électrodes, et ce nom dépend en fait du type de réaction qui a lieu sur celle-ci. Au niveau donc de l'électrode qui est reliée au pôle moins, on a dit qu'il y avait une réduction. Eh bien l'électrode au contact de laquelle il y a une réduction s'appelle la cathode. De l'autre côté, là où il y a une oxydation, ça s'appelle l'anode. Donc il y a un moyen assez simple de ne pas se tromper, c'est cathode, réduction, les 2 mots commencent par une consonne, et anode, oxydation, les 2 mots commencent par une voyelle. C'est pas très compliqué de retenir. Donc je reviens sur la notion de réaction principale, celle qui m'intéresse. Je veux par exemple ici produire du zinc pour protéger mon métal, ça c'est la réaction principale, mais elle s'accompagne dans le cas de l'électrolyse souvent de réactions secondaires qui elles ne sont pas recherchées, et on va chercher à les limiter. Alors vous voyez, si on regarde de plus près, qu'il y a effectivement du zinc qui s'est déposé sur le clou, ça c'est très bien, c'est ce que je voulais, mais on voit aussi apparaître des petites bulles, une effervescence là au niveau de la cathode, là où il y a réduction, et de l'autre côté on voit aussi des petites bulles, donc une effervescence, alors que de l'autre côté on est censé produire des ions fer. Alors ces ions fer donnent une légère coloration verte qui n'est pas visible ici sur l'image, tout dépend de la concentration, mais on voit qu'il y a d'autres choses qui apparaissent, autrement dit des réactions secondaires, des réactions parasites. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la cathode? Eh bien, il y a eu la réduction d'un oxydant qui était présent, et l'oxydant qui a été réduit, c'est de l'eau, parce qu'on a affaire ici à une solution d'ion zinc, mais une solution aqueuse. Donc l'eau est présente ici, l'eau peut jouer le rôle d'un oxydant, et c'est le cas ici. Au contact de la cathode, cette eau est réduite en dihydrogène, formation d'un gaz, c'est l'effervescence que l'on voit ici. De l'autre côté, eh bien on voit aussi une effervescence, et c'est encore de l'eau, puisque l'eau peut aussi jouer le rôle d'un réducteur. Et l'eau en tant que réducteur peut être oxydée, perdre des électrons, et ainsi se transformer en son oxydant associé, c'est-à-dire le dioxygène gazeux. Ces 2 transformations-là ne sont pas recherchées. Alors on peut vouloir fabriquer du dihydrogène, du dioxygène, ça c'est l'électrolyse de l'eau, c'est l'objectif, mais là, pour l'expérience qui m'intéresse, qui est former un dépôt de zinc, ça n'est pas l'objectif principal. Je vais donc chercher à limiter ces réactions-là, voire d'autres réactions, pour avoir un rendement énergétique qui sera le meilleur possible. Donc comment faire pour limiter ces réactions parasites? Eh bien on va agir sur la tension appliquée au niveau du générateur, la force électromotrice. Si on prend une force électromotrice trop importante, on va multiplier les réactions secondaires possibles qui pourraient venir donc parasiter la réaction principale. Donc on va choisir en général juste ce qu'il faut comme tension. On peut aussi choisir une forme adaptée pour l'électrolyseur. Là vous voyez que sur ce schéma global, c'est un simple récipient dans lequel les différents ions peuvent tout à fait migrer de manière extrêmement libre. Alors ça, c'est pas forcément le récipient le plus adapté, notamment dans l'expérience que je vous ai montré ici. Là, on a pris
un tube en U, et il y a notamment, grâce à cette forme de tube en U, une réaction parasite qu'on va fortement limiter. Je vous ai dit ici, au niveau de la note, qu'on avait la fabrication d'ions fer. Eh bien, ces ions fer, qui sont donc oxydants, peuvent subir une réduction, et ils pourraient subir une réduction au niveau de la cathode à condition de la rejoindre. Alors c'est pas impossible, hein. La migration va se faire naturellement, mais vu la forme du tube, elle est fortement pénalisée, donc si la réaction ne dure pas trop longtemps, on n'aura pas de formation de fer là sur le clou, il n'y a pas d'ions fer qui vont subir une réduction. Donc la forme du récipient, la forme de l'électrolyseur peut être pertinente. On peut aussi décider, pour limiter la migration des ions et voir apparaître donc ces réactions parasites, utiliser un pont salin, comme on l'a vu dans le cas de la pile. L'inconvénient du pont salin, c'est que certes ça limite le transfert des ions, mais ça atténue énormément la valeur de l'intensité du courant, et donc en termes énergétiques on a davantage de pertes. Donc c'est pas forcément pertinent dans toutes les transformations. On va terminer par parler de l'aspect énergétique de l'électrolyse. Donc l'électrolyseur, vous l'avez compris, c'est un dispositif qui permet, grâce à de l'énergie électrique, grâce à un apport extérieur, de fabriquer des produits qui spontanément n'apparaissent pas, ou en tout cas pas en quantité notable. On transforme donc de l'énergie électrique en énergie chimique. La valeur de l'énergie électrique est liée à la charge électrique que le générateur va fournir. Alors la formule de l'énergie électrique, elle n'est pas à connaître. En revanche, la charge électrique, elle, Q, vous avez des moyens de la calculer, on va le voir juste après. Quant à l'énergie chimique, elle est liée, elle dépend de la quantité de matière, de produits que l'on va fabriquer, bien évidemment. Donc la charge électrique, je vous l'ai dit, elle est liée aux paramètres expérimentaux qu'on a pu relever. Q égale I fois delta T, on l'avait déjà vu dans le chapitre sur la pile, et aussi la charge électrique, bien sûr, elle est due aux porteurs de charge dans les parties métalliques, c'est-à-dire les électrons, et donc cette charge, elle peut s'obtenir en multipliant la quantité de matière d'électrons par la constante d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre de particules dans une mole, et multiplié par la charge élémentaire, puisqu'un électron porte une charge qui est la valeur absolue, qui est l'opposé de la charge élémentaire. L'électron porte une charge négative, et donc voilà comment on peut exprimer la charge transmise par le générateur. Alors il faut savoir que dans cette deuxième formule, on multiplie deux constantes, la constante d'Avogadro et la charge élémentaire, et dans certains exercices, vous allez voir qu'on globalise le produit Na fois E qu'on rencontre tout le temps, qui correspond donc à la valeur absolue de la charge d'une mole d'électrons, et donc ce produit de ces deux constantes nous donne une troisième constante qu'on appelle le Faraday, ou la constante de Faraday, dont la valeur vaut approximativement 9,65 10 puissance 4 coulombs par mol. Et donc dans les exercices, vous aurez soit la valeur du Faraday, soit les deux valeurs donc des constantes Na et E. Donc grâce à ces deux formules, on est capable de déterminer la charge électrique qui a été transmise, de déterminer la quantité de matière d'électrons donc qui a été transmise. Cette quantité de matière d'électrons est liée à la quantité de produits formés grâce à la demi-équation électronique correspondante. Alors ceci est vrai si on a un rendement de 100%. Bien évidemment, tous les électrons produits par le générateur ne vont pas aboutir à la formation du produit. Vous allez avoir quelques pertes sous forme de chaleur. Par exemple, les électrons en bougeant vont générer un transfert thermique qui correspond ici à une perte énergétique. Il peut y avoir aussi quelques réactions parasites dont j'ai parlé dans la page précédente. Mais en tout cas, si on considère qu'il n'y a pas de perte, eh bien, il y a un lien simple qui est donné par la demi-équation électronique entre la quantité de matière d'électrons et la quantité de produit. Si je reprends l'exemple de la vidéo, je cherche à déposer du zinc donc sur du fer. La demi-équation qui concerne le zinc, c'est Zn2+, plus 2 électrons donne Zn, et on voit donc que la quantité de matière de zinc produite est égale à la quantité de matière d'électrons divisée par 2, et ainsi, expérimentalement en général, ce que l'on connaît, c'est l'intensité du courant, c'est la durée de l'expérience.
Ainsi, grâce à ces constantes, je trouve la quantité de matière d'électrons qui a été échangée. Grâce à l'équation électronique, je peux trouver la quantité de produit, et cette quantité de produit m'amène par exemple à une masse ou à un volume, enfin peu importe, ça dépend de l'exercice posé. Voilà pour ce chapitre sur l'électrolyse. Je vous retrouve très vite pour la suite du programme.